On s'est noté 12 travaux du CEO. Je pense qu'il y en a facile 120. Ouais. Donc, on va se concentrer sur les 12 principaux. C'est le pire métier du monde. Ouais. C'est le pire et le meilleur, mais c'est le pire. Ouais, c'est le pire. C'est le pire. Après, on peut en parler, mais t'es détesté par tout le monde. Après, tu peux être évidemment aimé par ton équipe, mais t'es toujours... En fait, tu peux jamais avoir les intérêts alignés entre les investisseurs, tes cofondateurs, tes employés. Et du coup, c'est hyper difficile. C'est vraiment un exercice d'équilibriste. Et c'est hyper compliqué parce que tout le monde ne peut jamais être content tout le temps. Donc, C'est vraiment on parle souvent de, tu sais, t'as le choix entre, enfin, dans ta vie, t'as les loisirs, santé, famille, amis, travail. Tu peux en choisir que deux, quoi. Exactement. Bah là, en fait, t'as le choix entre soit froisser tes salariés, tes investisseurs ou tes clients. Exactement. Grosso modo. Et comment tu fais? Bah, tu survis. Non, je pense que, comme je te dis, c'est vraiment un exercice d'équilibriste. Il faut savoir, je pense, vraiment au bon moment, prendre les bonnes décisions, faire des concessions au bon moment pour anticiper quand justement tu auras besoin de sacrifier une des trois parties. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, je pense sincèrement que c'est impossible de faire ce job parfaitement. C'est impossible. T'as pas de, enfin, évidemment, t'as des conseils, t'as des bonnes méthodes, etc. Mais t'as pas de règle d'or. Tu vois, t'as pas de manuel pour être un bon CEO, faut faire ça. Évidemment, il faut bien traiter ses employés, il faut être structuré dans l'organisation, etc. Mais même, ça dépend aussi tellement de facteurs, ça dépend de choses extérieures que tu contrôles pas. Tu vois, t'as un retournement économique, bah forcément, t'as des embauches que t'as faites, t'avais pas anticipé ce retournement, bah du coup, faire partir ces gens, mais du coup, après, tu vois, c'est un peu une boîte de Pandore, c'est-à-dire pour ces personnes-là vont pas être contentes, du coup, ça va mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe. Sauf que à la base, c'est pas de ta faute. Enfin, tu vois, c'est plein de choses que tu maîtrises pas au final. Et vu que t'es à la tête du truc, bah forcément, les gens vont... Tout revient sur toi. Ouais. Tout revient sur toi parce qu'au final, ce qui est normal, hein, c'est ta boîte, c'est ta accessibilité. Mais moi, je blâme pas quand t'as des employés qui sont mécontents, qu'ils peuvent pas comprendre ton point de vue, ce qui est totalement normal, et que eux le vivent mal. Tu vois, on a eu ce cas de figure. Enfin, nous, on a eu une année où là, on a dû faire partir des gens. Et je comprends totalement leur point de vue parce que voilà, eux, ils sont venus, ils se sont engagés. Et nous, on leur dit, bah, malheureusement, on peut pas continuer parce que pour des raisons économiques, aujourd'hui, on est obligé de se serrer un peu la ceinture. Bah, eux, ils trouvent ça injuste. Et toi, tu passes pour le méchant parce que tu es, au final, ce qui est factuel, hein, t'es le méchant. Mais c'est dur. Comment tu gères ça au quotidien? Enfin, comment tu fais pour encaisser le truc? Parce que on a parlé de la gestion, mais maintenant de l'encaissement. Comment... Alors ça, je pense que c'est la chose qui est la plus difficile, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de pas prendre les choses personnellement. En fait, si tu commences à prendre les choses personnellement, mais t'es mort de chez mort, de chez mort. Nous, c'était notre erreur. Hein. Voilà, parmi les erreurs qu'on a pu faire, hein, on en fait tous quand t'es entrepreneur, quand t'es jeune CEO, c'est au début, tout se passe bien. Donc, tu crées vraiment, tu soudes l'équipe, tu deviens ami avec tes salariés. A fortiori, quand t'es jeune, c'est très facile de devenir ami avec tes premières embauches. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Parce que dès que tu commences à mettre un peu d'affect, tu rentres dans l'irrationnel, tu sors de l'objectif, et là, ça peut éclater à tout moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'environnement va se retourner contre toi, va être négatif, parce que forcément, à un moment, il y a des choses qui vont se passer qui vont pas être positives. Bah là, l'affect va se retourner dans le sens contraire. Et ça, c'est hyper dangereux. Et ça, j'ai vu plein de boîtes, de startups imploser à cause de ça. Parce que justement, à trop vouloir être, quand au tout début, tout se passe super bien, tout le monde est ami, tout le monde s'entend bien, bah, le jour où ça se passe mal, c'est la même chose, mais à l'envers. La frontière entre amour et haine est très, très mince. Exactement. Mais c'est normal que tu aies de l'affect. Cet affect. Dans une entreprise, il ne devrait pas y avoir d'affect, en fait. Ça reste des transactions entre des salariés, des employeurs. Alors évidemment, enfin, on n'est pas des robots, il faut qu'il y ait de l'humain derrière, mais je pense qu'il faut savoir mettre la limite. Et ça, c'est très difficile. T'as envie d'aller prendre un verre avec des gens qui sont super cool dans ta boîte, qui sont tes salariés certes, mais c'est des gens cool, donc ils proposent un verre, tu vas prendre un verre, donc tu vas boire 1 ou 2 verres de vin. Là, tu vas commencer à peut-être t'exprimer sur des choses que t'aurais pas dû dire. Moi, combien de fois, bon, je sais pas si je devrais le dire, mais mon associé, il allait plus aux soirées que moi. Combien de fois, à des soirées arrosées, il a dit des choses qui m'ont été répétées 7-8 mois après. J'ai le cas d'une de mes salariés qui m'a dit 8 mois après, tu sais, machin, il a dit ça cette soirée, donc en fait, elle me l'a retourné contre moi, et elle avait raison. Et après, je suis vraiment si, je dis, mec, t'es sérieux?
Ouais, désolé, c'était en soirée, je me rappelle plus, machin. Et là, tu vois, sur ce genre de choses qui rentrent dans l'affect, qui rentrent dans une relation finalement d'amitié, qui finalement vont à un moment être un peu une graine dans l'engrenage de ta boîte et qui peuvent faire exploser le tout, quoi. Et donc là, toi, tu recommanderais de surtout pas voir ta boîte comme une bande de potes, quoi. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Et encore une fois, je dis pas enfin, il faut être sympa, machin, tout ce que tu veux, mais c'est vraiment tes employés ne sont pas tes amis. Et aussi, en plus, on a une génération, je pense, des plus jeunes aujourd'hui qui rentrent sur le marché du travail. Et je pense que c'est bien, hein, mais qui est beaucoup plus égoïste, c'est-à-dire qui a beaucoup plus pensé à ses intérêts personnels. Donc, tu pourras dire des choses que toi, tu vas penser que voilà, c'est ton ami, donc voilà, mais elle va le voir vraiment plus dans son intérêt personnel. Donc, ça, faut faire très attention, je pense. Okay. Et ça, bon, pour l'anecdote, dans mon ancienne boîte, moi, j'étais proche de mon assistante. Voilà, on s'entendait vraiment très bien, on faisait des déjeuners, etc. Et à l'époque, on avait fait, c'était encore une fois, c'était il y a quelques années, on avait fait, les actionnaires avaient décidé de faire un plan de licenciement. Et moi, je suis sympa, je l'apprécie. J'avais fait un déj pour lui dire que son copain, parce que c'était son copain à l'époque, était dans ce plan-là. Et ça me paraissait humainement, en tant qu'humain, hyper normal de lui dire, de lui annoncer, parce que je pouvais pas lui cacher, enfin, tu vois, tous les jours. Évidemment, elle l'a répété dans la foulée, c'était totalement stupide. Du coup, le fait de lui avoir dit, elle l'a répété, machin. Et quand j'ai su qu'elle l'avait répété, elle m'a dit, écoute, Jérémy, je suis désolé, mais voilà, c'est mon perso, machin, je suis obligé de le dire. Donc, tu vois, là, ce mélange, il peut pas marcher. Ce mélange de genres. Et je pense que c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de jeunes entrepreneurs. Et on en parle vraiment peu, parce que c'est assez tabou au final. Mais de toute façon, des problèmes, souvent, ça vient du RH, et le RH égale affect, égale mauvais recrutement, mais très souvent, on parle de mauvais recrutement, mais c'est des recrutements qui ont mal mûri à cause justement de cette relation qui est pas saine. Ce serait quoi les tâches principales que tu attribuerais à l'entrepreneur au quotidien, au CEO? Si tu veux te faire la fiche de poste du classique du CEO. C'est vraiment je reviens à cette notion d'équilibre parce qu'elle est fondamentale pour moi. C'est vraiment de trouver le bon équilibre, que chacun comprenne quelle est sa mission dans la startup ou dans l'entreprise. Et bien aussi, je pense, qu'il y ait une transparence dans l'avancée de la boîte. Ça, c'est aussi des erreurs qu'on a faites, mais tu vois, vouloir cacher des choses, ça, c'est pas bien. Il faut être transparent sur la situation. Il faut être transparent sur si les choses se passent mal, par exemple, tu vois, au niveau, j'en sais rien, même au niveau financier. Tu vois, un truc bête qu'on avait fait aussi, c'est que on avait trop tendance à rejeter la faute sur les investisseurs. En se disant, bon, bah, c'est là, les investisseurs, ils ont dit ça. Mais tu vois, ça, c'est aussi bête parce qu'en faisant ça, tu te décrédibilises toi-même. Les employés vont se dire, ah, bah, en fait, c'est les investisseurs qui décident, lui, il a aucune marge de manœuvre. Mais tu vois, ça part d'une bonne intention, donc c'est toujours trouver la bonne mesure. Et donc, un gros travail d'acculturation, de culture. Exactement. Et d'ailleurs, quand je parle de culture, c'est un sujet qui est, pour moi, qui est fondamental. On n'en parle jamais. C'est sur le recrutement. Donc, au final, tout on revient au recrutement. Le recrutement, c'est fondamental. Et là, pareil, t'as le nombre de startups qui échouent parce que les recrutements n'ont pas été bien faits. Parce qu'en plus, quand tu as une startup, et notamment quand tu lèves de l'argent, t'as trop tendance à te dire que tes problèmes vont être résolus par des recrutements. Tu te dis, ah, bah, je suis mauvais en sales. Ah, bah, je vais recruter 2 sales. Je suis mauvais en marketing. Je vais recruter du marketing. Etc., etc. Ça marche pas du tout comme ça. Deuxièmement, notre grosse erreur dans les recrutements qu'on a ratés, alors là j'insiste sur négatif, mais c'est passé plein de choses positives. Hein, c'est juste que là, vu qu'on parle des travaux, on a recruté des personnes qui n'auraient jamais dû être dans ce type de structure. Des personnes, par exemple, tu vois, on avait recruté un sales qui, sur le papier, qui était très fort, qui présentait super bien, qui avait genre 40 piges. Il était pas du tout fait pour bosser en startup. Il était pas du tout. C'est un mec qui avait des process, qui était hyper rigoureux. Et on prend jamais, je trouve, on parle pas assez du besoin de recruter quelqu'un qui soit vraiment sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que si toi, si ta boîte, t'es un peu à l'arrache sur tes process, si ta culture d'entreprise, c'est un peu, tu vois, en mode, on fait les choses rapidement, mais derrière, tout n'est pas super bien organisé. Évidemment, si tu recrutes quelqu'un en te disant, bah, lui, il va régler ce problème, non. Il va être juste super frustré. Ça va pas résoudre le problème de fond. Et en fait, t'as beaucoup plus intérêt à prendre quelqu'un qui comprend ta culture, qui en est proche, plutôt que de vouloir ramener quelqu'un dans un truc qui ne correspond absolument pas. Donc, par exemple, nous, on recrute plus du tout de personnes qui n'ont pas bossé en startup. Okay. Ça, c'est
règle d'or, je trouve vraiment quelqu'un qui est pas habitué à un écosystème, quelqu'un qui a bossé que dans des grands groupes, ça va vraiment être compliqué pour lui d'arriver dans une startup et vice versa. Ok, donc un gros travail de définition de ce qui fait ta culture, de comprendre ton environnement de travail aussi, Exactement, ouais. et de te dire, ok, bah, c'est quoi les patterns, sur quels traits de caractère, sur quels éléments concrets, mesurables, je peux baser mon jugement pour m'assurer que les gens que je recrute fit avec cette culture, en fait. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il vaut mieux recruter sur la personnalité, le potentiel, que sur, Sur un CV. sur un CV et sur ce que la personne sait faire à l'instant T. Vraiment, c'est fondamental. Comment tu mesures un potentiel? L'entretien, tu regardes évidemment ses expériences passées, tu regardes comment elle s'exprime, tu vois sa vision. Moi, Ok. je pose de plus en plus de questions sur vraiment comprendre si elle a compris ce qu'on est cherché à faire, si cette personne vraiment se reconnaît aussi dans les valeurs, dans ce qu'on cherche à construire. Et beaucoup plus que, en purement analytique. Alors évidemment, c'est important d'avoir des fondamentaux, mais c'est clairement pour moi pas la priorité dans des recrutements. Ok. C'est plus des potentiels aujourd'hui qu'on recherche. Ok. Et donc là, tu mises plutôt sur une learning curve que sur une délivrabilité à un instant T. Je pense que t'as tellement de boîtes qui implosent à cause de mauvais recrutements qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus important. Là encore, on parle de long terme, mais de se dire, OK, est-ce que cette personne, je me vois bosser avec elle encore dans 4-5 ans, quoi? Est-ce que derrière, il y a vraiment tu sens qu'il y a quelque chose? Le recrutement, c'est tellement important. Et on a tellement tendance à sous-estimer ça. Moi, je me rappelle, il y a un an, j'avais parlé avec un pote qui avait levé des fonds et il recrutait un peu comme ça à droite à gauche. Je me dis, mais mec, c'est une bombe qui un jour va t'exploser en pleine gueule parce que, c'est au moment où ça va se retourner, tu vas te retrouver avec plein de problèmes qui vont être compliqués à gérer. Parce que quand tu ramènes un humain dans ton entreprise, c'est tous les problèmes, tous les avantages qui vont avec. Ok. Et au-delà de la partie purement recrutement, culture, comment aujourd'hui tu manages toi? Alors moi, je me de plus en plus à la confiance. Ok. Peut-être que c'est une mauvaise chose, mais j'ai tendance vraiment à faire totalement confiance à la personne, ce qui peut être frustrant aussi. Moi, je dis tout le temps maintenant, même aux personnes qu'on recrute, c'est est-ce que tu te sens vraiment, t'as conscience que tu seras en forte autonomie sur ce poste? Moi, j'ai absolument, malheureusement, on parlait de sacrifice tout à l'heure. On est une petite équipe, j'ai énormément de choses à faire que d'autres peuvent ne pas faire. Tu vois, on parlait des classements, j'ai un rôle hyper important de lien avec les influenceurs, de checker aussi, tu vois, sur les données que tout est important. Ça, personne d'autre peut le faire. Donc, cette notion de confiance, elle est super importante. Donc, le management, ça va être au résultat. Ça va être, voilà, t'as telle tâche à accomplir, je te fais confiance. On en reparle soit en fin de journée, soit en fin de semaine. Mais derrière, tu vois assez rapidement si le travail est bien fait ou pas. Ok. Et de toute façon, t'es obligé, je pense que quand t'es une petite structure, c'est impossible de faire du management, peut-être que je me trompe, hein, mais ultra rigide, hyper, comme dans un grand groupe, quoi. Tu vas tout surveiller de A à Z, c'est impossible. Et t'as pris combien de temps de comprendre que le lâcher prise reste essentiel? Bah, on a eu une époque, il y a 2 ans, où c'était mal passé justement avec une salariée parce qu'on était tombé dans le flicage total, parce que justement, il n'y avait plus ce lien de confiance. Et quelques semaines plus tard, je me suis dit, mais Jérémy, genre, what the fuck, tu es en train de checker heure par heure ce qu'elle a fait, tu es en train de regarder son calendrier, tu es en train de calculer combien de temps son créneau lui prendrait vraiment pour répondre à ses mails. Je me dis, ok, c'est qu'il y a un problème, tu peux pas continuer comme ça. C'est juste qu'il n'y a plus de confiance des deux parties. Elle non plus n'avait plus confiance et elle avait raison, les torts étaient partagés. Et là, à mon avis, je me dis, ok, on refait plus comme ça, il faut que dès le début, ce lien de confiance soit instauré et qu'on retombe pas dans ton flicage bête et méchant qui marche jamais. En fait, c'est pareil, tu commences à fliquer, c'est qu'en fait, il y a un problème. Donc, si tu commences à ne plus avoir confiance, ça sert à rien d'attendre, ça sert à rien de laisser envenimer la situation parce qu'en fait, ça va être de pire en pire pour les deux. Et il faut savoir parler, vraiment avoir une discussion franche. Et comment tu l'animes? Alors ça, c'est un vrai sujet. Depuis tout à l'heure, on n'aborde que des vrais sujets, mais celui-ci, il corrèle à une telle incompétence des gens qu'il faut qu'on en parle. Comment est-ce que tu les as, ces conversations difficiles?
Bah là, on touche à la nature humaine. C'est facile de faire son lâche et de pas l'avoir. C'est beaucoup plus facile, tu vois, de décharger de ses responsabilités. Et c'est pour ça que c'est dur d'être CEO. C'est que t'as pas envie de le faire. Hein. T'as juste pas envie. Enfin, flemme. Surtout quand tu crées ta boîte. Enfin, je sais pas, moi, j'adore ce que je fais. J'ai des trucs trop cool à faire. T'as pas envie de prendre une demi-heure à comprendre ce qui va pas, comprendre pourquoi les tâches n'ont pas été faites, pourquoi il y a plus ce lien de confiance. Alors que ça fait partie de ton taf. C'est pas bien. Et c'est pour ça qu'on en revient tout à l'heure aux problématiques de recrutement. Il faut que la personne qui tu recrutes, si ta culture d'entreprise, c'est pas du tout du management, entre guillemets, ultra rigoureux, parce que tu me dis startup, t'as pas le temps et tout, il faut que ce soit totalement transparent. Sinon, c'est pas bien. Sinon, tu ramènes quelqu'un dans ton bordel. On l'a fait. Moi, tu vois, on l'a fait avec une personne qui est restée avec nous et c'est pas bien parce que cette personne était malheureuse parce que c'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, hyper structuré. Tout était tout était géré entre guillemets de main de maître, en tout cas sur l'organisation, et nous pas du tout. Et du coup, il y avait la frustration qui s'était installée et on n'avait jamais parlé ensemble avant le dernier jour quasiment. Ok. Donc, éviter au maximum les non-dits, quoi. Créer Ouais, cet espace où tout le monde peut s'exprimer, dire ce qu'il a sur le cœur. En fait, le problème, c'est que dans une vraie boîte, quand je dis vraie boîte, une grosse boîte, tu auras toujours des RH, tu auras des gens qui justement font le tampon. Et là, la problématique d'une petite boîte, c'est que tu as le CEO direct, t'as pas ce tampon entre les deux. Et du coup, c'est hyper compliqué. Le CEO, dont c'est pas le métier non plus. Donc, c'est pas le métier. Exactement. Donc, un DRH, c'est un vrai métier. Ouais. Moi, plus j'avance dans ma carrière d'entrepreneur, plus j'admire les DRH. C'est un métier tellement compliqué, c'est un beau métier aussi, vraiment tellement de choses à gérer. Moi, je serais le pire DRH du monde. J'assume totalement. C'est un métier à part entière qui demande des qualités particulières et beaucoup d'entrepreneurs ne les ont pas. Sauf que du coup, bah, il faut savoir faire un minimum et assumer que derrière, quand t'embauches quelqu'un, t'as aussi des responsabilités en tant qu'employeur. Moi, tu vois, je vais peut-être te choquer, mais je vais faire attention à ce que je dis, mais le droit français est très compliqué. Le droit du travail français est très, très, très compliqué. C'est impossible de le maîtriser de A à Z. Donc, tu vois, nous, on a pris des contrats de travail, on s'en fait accompagner, etc. Mais globalement, il y a des choses qu'on n'a pas forcément fait bien parce que c'est hyper compliqué, parce qu'il y a je sais pas, j'en sais rien, des choses à renvoyer à l'administration et on a entre envoyer un papier à l'administration, le remplir et faire un top. Bah, tu vois, le choix, il est vite fait. Mais c'est pas bien parce que du coup, ça fait partie de ton travail. Et t'as toujours tendance, je pense, à prioriser quand t'es CEO, bah, le fun, ce qui t'anime, ta mission, parce qu'au final, ta mission, c'est pas de remplir des contrats de travail, c'est pas de maîtriser les droits du travail français, c'est bah, de construire une structure. Moi, ma mission, c'est vraiment de mettre les créateurs à l'avant, qu'on devienne cette référence et qu'on construise un collectif autour de ça. Mais du coup, ça marche pas. Et c'est la difficulté aussi d'être CEO et c'est le fait d'être capable de faire ses efforts quand il le faut. Comment est-ce que tu fais pour t'auto-évaluer? Parce que quand tu es au sommet d'une boîte, c'est compliqué d'avoir un retour critique sur ce que tu fais, ce que tu fais bien ou mal. Je pense que c'est hyper important et ça, c'est une qualité que aussi, tu parlais des recrutements tout à l'heure. Nous, la différence que j'ai pu voir entre vraiment les mauvais salariés et les bons salariés, c'est la capacité de se remettre en question. Mais vraiment, c'est une règle d'or et c'est pour ça qu'en entretien, je pose toujours cette question. J'essaie toujours de comprendre. Est-ce que tu peux me dire ce qui n'a pas été qu'est-ce que t'as fait de mal? Qu'est-ce que tu changerais? Pour voir sa capacité à dire, OK, j'ai chié là-dessus, j'ai fait une erreur là-dessus. Mais c'est pas grave. Parce que je le ferai autrement et tu vois, d'être force de proposition. Et nous, les mauvais salariés qu'on a, c'est clairement, c'est jamais de leur faute. Tu vois, enfin, un mauvais product, c'est parce que c'est la faute des sales. Un mauvais sales, ce sera la faute des products, machin. Et ça, on a vraiment vu un pattern clair et net là-dessus versus nos meilleurs salariés qui seront toujours en mode, bah là, je suis désolé, j'ai fait une erreur, j'ai pas atteint machin, mais c'est parce que j'ai fait ça, mais ça, j'ai une solution. C'est pareil pour l'entrepreneur. Toujours se remettre en question. Quand quelque chose se passe mal dans la boîte, je pars du principe que c'est de ma faute. Toujours. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent et pourquoi ça se passe mal. Et surtout quand ça se passe mal avec un salarié, évidemment, derrière, t'as de l'affect. Même moi, tu auras forcément de l'affect. Tu seras énervé pour X, Y raison. Tu auras tendance naturellement à rejeter la faute sur elle. Et au final, j'essaie vraiment, faut se dire, OK, je suis le CEO, donc c'est de ma faute. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer la donne et ne plus le refaire.
Et je pense que c'est vraiment une chose hyper importante à se forcer à faire. Parce que au début, quand t'es un peu jeune entrepreneur fougueux, c'est trop facile de dire machin était nul, du coup on l'a fait partir. C'est pas bien. Souvent c'est un travers qu'à la peau dure et tu retrouves l'entrepreneur souvent au même stade avec toujours cette rengaine de de toute façon tous des cons. C'est comme une relation. Si tous tes ex sont folles, c'est qu'en fait le problème c'est toi quoi. C'est pareil pour un CEO. Si tous tes anciens salariés sont mauvais, non en fait c'est que le problème vient de toi. À un moment c'est pas possible. Donc c'est de toute façon dans tout dans la vie. La remise en question, cette capacité de progresser, de comprendre ses erreurs, c'est fondamental parce que, comme je te l'ai dit, quand tu es CEO, tu vas forcément faire des erreurs. C'est impossible, tu fais tout le temps des erreurs. Donc, si tu pars pas du principe que tu fais des erreurs, tu vas te planter. Vraiment, les meilleurs entrepreneurs, c'est des gens qui sont d'ailleurs, tu le vois bien, c'est des gens qui sont tout le temps en train de lire, de se renseigner, de s'inspirer, d'écouter des podcasts, de voir ce que font les autres entrepreneurs. Pourquoi ils font ça? Parce que justement, ils ont envie de comprendre, de s'améliorer. Cette notion d'amélioration, elle est aussi intimement liée au fait que tu as conscience que toi, t'es pas parfait. Sinon, tu chercherais pas à t'améliorer. Donc, c'est une valeur qui est structurelle et fondamentale. Et combien de temps tu penses qu'il faut pour un entrepreneur pour éviter de devenir... pour faire sa mue en un débutant, de débutant à entrepreneur CEO qui fait moins de conneries. Combien de temps il faut essuyer des places? Alors, je pense que c'est pas une question de temps, c'est une question aussi de comment ta boîte évolue, si elle évolue très rapidement, si tu embauches très rapidement, si tu vas te casser la gueule très rapidement aussi et apprendre de tes erreurs. Donc ça dépend. Mais moi, je suis convaincu que tous les entrepreneurs, à un moment, font, en tout cas au début, moi, de ce que j'ai vu autour de moi, les recrutements, c'est toujours un enjeu qui est, pour moi, fortement sous-estimé. On ne prend pas assez en compte l'impact que ça peut avoir pour une boîte. À part le recrutement, sur quoi tu tirerais un peu la sonnette d'alarme concernant vraiment un haut niveau de difficulté, un haut niveau de foirabilité aussi? Néologisme. Moi, j'aime bien. Le court-termisme aussi. Vraiment, les meilleurs entrepreneurs que j'ai pu voir, on en a aussi parlé avant, c'est cette capacité à voir au-delà du court terme, voire au long terme, être capable de sacrifier des choses à court terme. C'est vraiment très compliqué parfois. Mais c'est trop facile. Et c'est toujours cette notion de facilité. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, de se dire, ça se passe mal avec ce salarié, flemme, on reporte. Non. Donc, cette notion de long terme, être capable de prendre des bonnes décisions en partant du principe que ça aura de l'impact à long terme. Et ça, c'est quand même une qualité, je pense, qui est assez rare. Surtout quand tu es entrepreneur où tu as toujours tendance, pour paraphraser, à long terme, on est tous morts. Ah, oui et non. Oui et non, parce que je pense que c'est à court terme que tu es tous morts. C'est à court terme que si tu fais vraiment n'importe quoi quand tu lèves des fonds. Et comme je te dis, c'est toujours le même scénario. Tu lèves des fonds, tu as l'impression d'avoir de l'argent illimité. Donc, t'embauches, tu crées une équipe sans qu'il y ait vraiment de cohérence, sans que tu sois même vraiment à 100% sur ton market fit, que tu sois à 100% sur ta culture d'entreprise. Et le jour où ça se retourne, c'est l'implosion. Et ça, j'ai vu ça à plein de reprises. Et nous-mêmes, on n'a pas suffisamment, avant de grossir l'équipe, on n'a pas suffisamment passé le temps sur ce qu'on voulait, nos valeurs, etc. Et c'est hyper important. Prendre le temps. C'est le grand paradoxe du CEO. C'est que ça doit être un patient impatient en fait. C'est-à-dire qu'il doit être très patient pour un très grand nombre de sujets et dans une intensité, tout en conjuguant avec une intensité folle à court terme. Parce que tu as des objectifs, parce que tu dois délivrer et parce que justement toutes ces petites briques qui te permettent de construire ce que tu cherches à bâtir à long terme, tu dois les produire à très haute vitesse, à très haute intensité. Et ça crée un paradoxe mental qui est très très compliqué à je pense, appréhender pour beaucoup, quoi. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est hyper dur en vrai. Mais en fait, on s'en rend pas compte. Je pense qu'on est extérieur. T'es sans cesse, t'as une pression monumentale de tellement de parties à la fois. T'as une responsabilité qui est énorme vis-à-vis de ton équipe, vis-à-vis de tes salariés, vis-à-vis de tes investisseurs qui ont mis de l'argent.
vis-à-vis de ton perso aussi, tu vois. Ma copine, elle a aussi, enfin, envie que j'avance, tu vois. Moi, quand t'es entrepreneur, bah, forcément, t'as pas la même sécurité juridique, financière que tu peux avoir dans d'autres carrières. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peu d'entrepreneurs qui réussissent. C'est parce qu'être capable de tenir sur le long terme dans cette situation-là, je pense qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui sont capables de l'encaisser. Pour finir, ce serait quoi les 3 conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent ou au Jérémy des premiers mois de Favicon? Alors, le premier, clairement, c'est oublier l'affect. Vraiment. Parce qu'enfin, je pense qu'on a vraiment un sentiment d'injustice très fréquent parce que tu dis, mais, enfin, pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu réagis comme ça alors que moi, j'y peux rien? Non, c'est pas ton problème. Il faut arrêter avec cette notion d'affect parce que sinon, elle va te miner de l'intérieur. C'est pas ton job. Et ça, c'est vraiment important d'essayer de prendre de la hauteur, surtout. Le deuxième, c'est vraiment d'être patient aussi, de pas vouloir griller les étapes, ne jamais recruter pour résoudre un problème. Ça résout jamais les problèmes. D'abord, vraiment se poser sur les problèmes dans ta boîte avant d'embarquer quelqu'un dans cette galère. Parce que tu vois, comme je t'ai dit, nous, on a embarqué des gens dans une galère et en fait, avec du recul, c'est déjà de régler un peu les... Enfin, tu vois, si ton navire il est en train de couler, tu peux prendre plein de marins pour essayer de résoudre le problème, ils vont couler avec toi. Alors qu'avant tout, il faut déjà bien réparer la structure. Et ça, c'est un problème que je vois constamment. Et troisièmement, c'est être transparent. Beaucoup plus transparent, beaucoup plus communiquer sur tous les problèmes que tu peux avoir, que ce soit en interne ou en externe, de jamais vouloir cacher les choses, jamais cacher les problèmes. Et on en revient toujours, on parlait de personal branding tout à l'heure, le storytelling, c'est important de montrer qu'on est humain avant tout. Et de pas montrer, enfin, si tu prends trop de distance, tu vas juste passer pour un monstre et les gens vont pas comprendre la décision. Alors que la clé, c'est de communiquer, d'être transparent, tout en prenant de la hauteur. Et là encore, ce numéro d'équilibriste qui est difficile à trouver, mais qui est, je pense, le meilleur que tu peux avoir en tant que CEO. Ça me fait penser au morceau de Rag & Bone Man, Cause I'm Human After All. En fait, c'est vraiment ça. Exactement. En fait, je pense que une des pièces maîtresses du rôle de CEO, c'est de faire comprendre aux gens que, indépendamment de ce qu'il fait, en bien ou en mal, des conneries qu'il va faire, des décisions qualitatives, merdiques qu'il va prendre, ne surtout jamais laisser oublier à son équipe, à ses investisseurs, à ses clients que ça reste juste un humain qui fait de son mieux, qui se décarcasse, qui fait des erreurs, mais qui est pas une IA, qui est pas un robot, et qui donc mérite aussi son indulgence, quoi. Et je pense qu'à partir de là, bah tu t'offres beaucoup plus de tolérance de part et d'autre, et tu peux vraiment discuter, et tu peux vraiment te river vers l'avenir et vers le long terme, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, t'avances avec des gens qui ont à cœur de faire toujours un petit peu mieux, quoi. Exactement. Et je pense que ça, c'est le plus dangereux, c'est de te retrouver un petit peu en Zuckerberg, en fait, où les gens ont l'impression que t'es un reptilien, que t'es un lézard, qui a pas d'affect, mais qui réfléchit comme une intelligence artificielle, et à qui, donc, on va attribuer une intention à chaque fois. Tu sais, c'est le rasoir d'Anlon. Ouais. Le rasoir d'Anlon, on a tendance à oublier qu'il s'applique à tout le monde, y compris à nous. Ouais. Et quand les gens inversent ce rasoir, donc le rasoir d'Anlon, c'est ne jamais attribuer à la malice qu'on peut attribuer à l'incompétence ou à la bêtise. Donc souvent, on s'arrête à la bêtise, mais c'est souvent en fait plus de l'incompétence. Bah, il faut surtout pas que les gens inversent ce rasoir et ou oublient de l'appliquer à nous et se disent voilà, il a pris cette décision, c'est forcément parce que c'est un connard, c'est forcément parce qu'il a envie de me nuire, envie de nous nuire, parce qu'il est malveillant. Non, il y a de très 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 fortes chances que ce soit juste de l'incompétence à l'instant T, en fait. Et c'est pas grave. On bosse, on essaie de s'améliorer et il faut juste communiquer dessus pour itérer et faire un petit peu mieux la prochaine fois, quoi. Exactement, mais le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs confondent humain et tu vois, être humain et devenir quasiment ami ou être trop personnel. Ouais. Tu vois, cette frontière, elle est difficile à trouver. Et comme je te dis, à partir du moment où tu rentres dans une relation trop personnelle avec ton équipe, là, tu rentres dans l'affect et là, c'est très compliqué. Mais il faut quand même rester humain, comme tu l'as dit, et être transparent. Et au final, on ne te reprochera jamais d'être humain. Et il vaut mieux trop l'être que pas être pas assez, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Jérémy. Avec grand plaisir. C'est un super échange.
Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner de ton côté là. Vous avez l'air, vous êtes sur une super lancée, donc je sais que quand on va reparler à ce micro dans 1 an, t'auras encore plein de trucs à nous raconter. Donc C'est sûr que l'année qui arrive va être intéressante pour nous. Ouais. Bah, j'ai hâte de voir. Ouais. Salut à tous. Comme d'habitude, les liens dans la description. On se retrouve 2 fois par semaine, donc abonnez-vous et bisous.